Libye, 1er septembre 1969. Les fils du désert prennent le pouvoir sans verser une goutte de sang. C'est la Révolution blanche. À leur tête, un fils de nomade âgé de 27 ans devenu officier, Mouammar el-Kadhafi. Au cœur de Tripoli, devant une foule enthousiaste, le bouillant colonel lance son premier défi. La révolution se réclame à la fois du socialisme et de l'islam. Douze ans plus tard, le même endroit, rebaptisé Place Verte aux couleurs de l'islam, un jour ordinaire. Une prospérité économique évidente, une atmosphère à première vue paisible. Les immeubles de style colonial évoquent l'Italie, le maître de jadis. Mais partout sur les murs, affiches et slogans vous rappellent que vous avez pénétré dans l'un des hauts lieux de la Révolution mondiale. Le frère leader indique à ses fidèles le chemin à suivre. L'exemple volontaire du chef est là pour ranimer l'ardeur d'un peuple qui a pris l'habitude de considérer avec fatalisme le temps qui passe. Si une chose ne se fait pas aujourd'hui, elle se fera demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Depuis 1977, vous avez renoncé au titre de président, vous avez confié le pouvoir au peuple. Mais aujourd'hui, on continue à voir partout votre portrait. Alors, quel est exactement votre rôle? هذا المعنى الذي أريد أن نحطمه هو هذا يعني هذا المعنى التقليدي أن الصور الحكام مفروضة على الناس تعلقها ولكن يجري هنا العكس. Cette conception traditionnelle que le chef de l'État officiel voit ses photos accrochées partout, que nous voulons détruire. C'est déjà ici, c'est le peuple qui gouverne. هذه الصورة ما هي بالأمر أو بقرار تعلق. Et cette photo هذه الناس اللي تريد أن تعلقها تعلقها. N'est pas affichée par un décret ou par une décision officielle. Les gens sont libres de le faire ou non. أنا شخصيا حارب في صورتي يعني ضد Et moi personnellement, je combats ma propre photo. على حال أنا السلطة عند الشعب. Comme vous l'avez dit, le pouvoir est aux mains du peuple. Quant à mon rôle, à moi, il se limite à diriger la révolution, à guider la révolution et à inciter le peuple à la pratique révolutionnaire. C'est sous la tente que Mouammar Kadhafi nous a reçus, à la manière des Bédouins. Dans le 5e cavalier, titre d'un célèbre roman de politique fiction, Kadhafi avait pris les traits terrifiants d'un homme qui met le monde en danger. De cet homme tant redouté et si bien protégé, voici le palais et le décor quotidien à l'heure du thé de menthe. Ce nouveau prophète mène une vie austère. Il ne boit pas, ne fume pas et accomplit chaque jour les saints prières rituelles du musulman. Pour une certaine jeunesse dans le monde arabe et au-delà, c'est un penseur, un visionnaire. Adoré ou détesté, pour tous il demeure une énigme. C'est après 36 ans de domination italienne et 18 ans de monarchie que la République a été proclamée par les jeunes officiers en colère. Le règne du vieux roi Idriss, mis sur le trône par les Anglais, est révolu. L'arabe devient seule langue officielle, les églises sont fermées, l'alcool prohibé.
Leurs terres et leurs maisons confisquées, les Italiens, au nombre de 25 000, doivent quitter le pays. À leur tour, les troupes britanniques et américaines s'en vont. Les banques et les compagnies pétrolières sont progressivement nationalisées. En politique étrangère, Kadhafi reprend à la mort de Nasser le vieux rêve de l'unité arabe. À l'Égypte de Sadat, au Soudan, à la Syrie, à la Tunisie, au Tchad, puis à nouveau à la Syrie, il proposera inlassablement une union politique. Mais chaque tentative se soldera par un échec. L'Égypte, plus tard, choisira le camp américain et le rapprochement avec Israël. Après la signature des accords de Camp David, Sadat devient le traître numéro 1. L'unité arabe passe aussi par le combat contre Israël. Kadhafi fait front commun avec les dirigeants les plus durs, hostiles à tout compromis. Le président syrien Hafez el-Assad et le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat. En 1977, c'est à son peuple que Kadhafi lance un nouveau défi. Il renonce à son titre de président et proclame la Jamaïria, un mot nouveau qu'il a inventé lui-même et qu'on peut traduire par l'état des masses. C'est le peuple qui exerce directement le pouvoir, dit Kadhafi, mais tout en haut, le frère leader veille et guide les masses sur le bon chemin de la révolution. Admettez-vous qu'on exprime dans votre pays des opinions différentes des vôtres? Bien sûr, je l'admets personnellement en tant que personne. Mais il est difficile maintenant d'introduire des idées contraires au pouvoir du peuple qui est désormais dans les mains des peuples qui disposent et de la richesse et des armes et de la liberté dans ce pays. أولاً التسليم بأن تكون السلطة للشعب وبأن يقوم المجتمع الجماهيري. Mais dans l'acception de ce fait, c'est-à-dire le triomphe des masses populaires qui doivent disposer de toute leur destinée et de tout le potentiel du pays, tout le monde est libre d'exprimer toutes les idées qu'il veut. Mais que cela soit, donc, étant dans ce cadre, dans les congrès populaires de base. كل واحد حر يطرح آراءه ولكن يطرحها في المؤتمرات الشعبية. Ces congrès populaires de base ont lieu une fois par année dans chaque quartier et chaque village. Ils se réunissent dans une école ou sous une tente durant une semaine. Le quartier élit ses représentants locaux. Chacun peut ensuite, s'il le désire, poser des questions ou exprimer des critiques aux responsables des affaires publiques. Bonjour. En réalité, la question ne se pose pas en termes de secteur public ou de secteur privé. Je connais le secteur public. Il ne fait que refléter l'avis des fonctionnaires qui prennent des décisions bureaucratiques. De toute façon, au bout de 4 ou 5 ans, un fonctionnaire, quelle que soit sa bonne volonté, sera absorbé par le système. Inspiré de l'ancienne Jemaah, l'Assemblée bédouine, le Congrès populaire est sans doute l'aspect le plus original de cette démocratie directe, dont les Libyens font aujourd'hui l'apprentissage sous les spots de la télévision qui diffusent les débats en direct. Nous ne voulons pas de retraite. Tant que l'homme peut bouger, marcher, même lentement, il doit travailler. Moi, si j'arrive à 80 ans et que je suis malade, je préfère mourir plutôt que de ne rien faire. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est celui du travail des étudiants. Il a été décidé que pendant leur formation, les étudiants doivent contribuer à l'effort national par le travail. Malheureusement, la majorité d'entre eux est dirigée vers l'administration. Ceci n'est pas satisfaisant.
D'abord parce que ça désorganise le fonctionnement des administrations et ensuite parce que c'est un travail qui n'est pas productif. Alors je suggère que nous, étudiants, nous soyons affectés à des tâches productives. Dans l'économie, le pouvoir a été également transféré au peuple. Les ouvriers élisent des comités populaires pour gérer les entreprises. La difficulté reste toujours de choisir les gens les plus compétents. L'autogestion, pour l'instant, n'a pas corrigé l'une des faiblesses du régime, la lenteur administrative et le règne de la bureaucratie. Tout membre d'un comité populaire doit appartenir à l'Union socialiste arabe, seule organisation politique reconnue. Les autres partis sont interdits. C'est au pétrole que Kadhafi doit sa fulgurante ascension. 1 million de dollars à l'heure et des réserves pour au moins 50 ans. L'or noir constitue 99% des exportations. La Libye ne vit que par le pétrole. À l'époque du roi Idriss, il était encore possible de filmer librement les champs pétroliers, comme en témoignent ces images ramenées en 1969 par une équipe de la télévision romande. Aujourd'hui, les ports et les installations pétrolières sont gardés comme des zones militaires où il est interdit de filmer. Toute prise de vue clandestine peut vous conduire en prison. Avec le recul, on savoure cette affirmation péremptoire du consul de France, faite en 1955. Les experts sont formels, disait-il, la Libye n'a pas une seule goutte de pétrole. Vaste comme 4 fois la France, le pays ne compte que 3 millions d'habitants, répartis pour la plupart sur la côte, dans les zones cultivées. Au-delà, c'est le désert, un désert immense, sans fin que les grandes puissances avaient abandonné, l'estimant inculte et sans ressources naturelles. À cette terre aride, Kadhafi le Bédouin a jeté un défi, puiser de l'eau dans ses entrailles pour la faire reverdir. Aujourd'hui, à coups de milliards, on irrigue le sable. Dans ces immenses grains de beauté qui défilent sous l'avion, le blé a germé. À l'aide de la technologie américaine, on fait 2 récoltes par année. Mais le blé produit revient pour l'instant plus cher que celui qui est acheté à l'étranger. Peu importe, il faut coûte que dans 10 ou 20 ans, le pays se suffise à lui-même. Avec frénésie, la Libye veut rattraper son retard. En 12 ans, 8000 km de routes et d'autoroutes ont été construits. Des contrats fabuleux sont signés avec des compagnies occidentales, indiennes ou japonaises. Tripoli a l'allure d'un immense chantier où poussent comme des champignons les grands hôtels qui accueilleront les délégations africaines, arabes ou révolutionnaires qui se bousculent dans la capitale. Sur les chantiers, pas ou peu de Libyens. Et si les maîtres d'œuvre de ces nouvelles tours de Babel ont la plupart du temps la peau blanche, ici par exemple des ingénieurs suédois, les ouvriers, eux, viennent de beaucoup plus loin, de Thaïlande ou des Philippines, par charter. Les bidonvilles, cette lèpre des agglomérations du tiers-monde, ont totalement disparu. Les gourbis ont cédé la place à des quartiers de HLM. Et si le décor obéit désormais aux normes standards de l'Occident, la façon de vivre, elle, reste tout imprégnée des habitudes locales. C'est le méchoui qui annonce toujours les festivités. La démographie est galopante, mais des écoles attendent tous les enfants.